Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé quand cet ascenseur s'est arrêté au 5e étage. Je rendais visite à ma meilleure amie dans son nouvel immeuble quand je l'ai vue. Mon mari entrant, main dans la main avec une femme, riant, complètement à l'aise. Jusqu'à ce que nos regards se croisent. Il s'avère que l'expression « travailler tard en ville » a des couches que je n'ai jamais pris la peine de décoder. Comme quand votre mari le dit 3 soirs par semaine pendant 2 ans. Ce qu'il veut dire en réalité, c'est entretenir un appartement secret au 5e étage du nouvel immeuble de votre meilleur ami, avec des courses chez Whole Foods et des tenues de main qui rendraient des adolescents jaloux. Je m'appelle Elise Walker, 34 ans, directrice marketing dans une entreprise technologique de taille moyenne à Charlotte. Et jusqu'à mardi dernier, à environ 15h47, je pensais avoir tout compris à cette histoire de vie d'adulte. 8 ans de mariage avec Calvin, une maison décente en banlieue avec l'obligatoire garage pour 2 voitures, une routine de brunch le week-end qui impliquait des toasts à l'avocat hors de prix et des mimosas encore plus chers. Le genre de vie qui a l'air parfaite sur les photos de cartes de Noël et qui semble vide en janvier. Mais nous ne parlons pas de janvier. Nous parlons de ce mardi spécifique d'avril où j'ai décidé d'être une bonne amie et d'aider Ruby à déballer des cartons dans son nouvel appartement du 10e étage en ville. Ruby, ma colocataire d'université devenue ma meilleure amie pour la vie, venait de dénicher ce loft de tueur dans l'un de ces immeubles rénovés qui était autrefois une usine textile. Très Charlotte, très tendance, très sur le point de ruiner toute mon existence. Le déballage s'était bien passé. Nous avions passé 3 heures à arranger ses meubles, à débattre si son canapé était mieux face aux fenêtres ou au mur d'accent en briques, buvant du vin directement à la bouteille car aucune de nous ne pouvait trouver les verres qu'elle avait emballés. Classique Ruby, classique nous. Je me sentais plutôt bien dans ma peau, en fait. Amie serviable, solidaire, présente. Toutes ces choses que les magazines féminins vous disent qui font de vous un être humain décent. Puis j'ai appelé l'ascenseur pour rentrer chez moi. Maintenant, je dois vous faire comprendre quelque chose à propos des trajets en ascenseur. Ils sont censés être ennuyeux. Des silences inconfortables avec des étrangers, un évitement maladroit du contact visuel, peut-être le téléphone de quelqu'un qui joue un TikTok trop fort. Ils ne sont pas censés être le décor où tout votre mariage explose comme une pinata remplie de mensonges et de courses bio chères. L'ascenseur s'est arrêté au 5e étage. Les portes se sont ouvertes avec ce petit digne poli qui hante maintenant mes rêves. Et il était là. Mon mari, Calvin Walker, 36 ans, portant ce jean foncé qui, selon lui, le fait paraître plus jeune. Ce hanlet gris que je lui ai acheté pour son anniversaire. Tenant 2 sacs Whole Foods dans une main. Son autre main, celle-là était occupée. Doigts minutieusement, intimement, avec enthousiasme entrelacés avec une grande brune qui avait l'air de faire du yoga tous les matins et qui avait probablement des opinions bien arrêtées sur le kombucha. Il riait, pas d'un rire poli, pas d'un rire de collègue amical, ce rire intime de blague privée que les couples ont quand ils pensent que personne d'autre n'existe dans l'univers. Ils sont entrés dans l'ascenseur, complètement absorbés dans leur petite bulle de bonheur domestique. Elle disait quelque chose sur le fait d'avoir oublié de prendre le fromage de luxe qu'il aimait, et il la taquinait sur son addiction à ses bols de céréales hors de prix. C'était mignon, adorable, ça m'a même donné envie de vomir directement sur leur sac de courses écologiques assortis. 3 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour que les yeux de Calvin dérivent de son visage et se posent sur le mien. 3 secondes pour que son cerveau traite le fait que sa femme, sa véritable femme légale, se tenait dans l'ascenseur dans lequel il venait d'entrer avec une autre femme à son bras. Son visage a changé de couleur plus de fois qu'une bague d'humeur dans un film d'horreur, rouge, blanc, gris, quelque chose approchant le vert. Sa main a lâché la sienne comme si elle avait soudainement pris feu, et il a fait un demi-pas en arrière qui aurait été comique si toute ma vie n'était pas en train d'imploser dans une boîte métallique descendante. Mais voici la partie vraiment belle, la cerise sur le gâteau de ce désastre. La brune, ignorant béatement qu'elle venait d'entrer dans le pire cauchemar de son petit ami, m'a regardé avec une légère confusion et a chuchoté à Calvin, assez fort pour que je l'entende dans ce petit espace, « Qui est-ce ? Qui est-ce » Comme si j'étais une étrangère quelconque interrompant leur romance du mardi après-midi. Comme si j'étais l'élément inattendu dans leur équation. Comme si j'étais le problème à expliquer. J'ai regardé la bouche de Calvin s'ouvrir et se fermer comme un poisson qui se noie dans l'air. Aucun son n'en est sorti. Que pouvait-il bien dire ? Oh, salut ma chérie. Drôle de te voir ici. Voici ma petite amie Cléo. Nous vivons ensemble à temps partiel dans l'appartement 5C depuis 2 ans pendant que tu pensais que je travaillais tard. L'ascenseur a continué sa descente.
10e étage, 9e étage, 8e étage. Chaque digne marquant une autre seconde du silence le plus atroce que j'ai jamais connu. L'immeuble de Ruby m'a soudain semblé incroyablement haut, comme si nous étions dans le Burj Khalifa au lieu d'une usine textile reconvertie à Charlotte, en Caroline du Nord. Cléo, béni soit son cœur ignorant, regardait maintenant entre Calvin et moi avec une compréhension croissante. On pouvait littéralement voir les rouages tourner, sa panique, mon choc, la façon dont nous étions tous les deux clairement en train de vivre un moment qui ne l'incluait pas. Cal, dit-elle doucement, en utilisant un surnom que je n'avais entendu personne l'appeler depuis le lycée. Qu'est-ce qui se passe? 7e étage, 6e étage, 5e étage. L'ascenseur a ralenti, et pendant un instant fou, j'ai cru que Calvin allait vraiment s'enfuir. Juste attraper ses sacs oulfous et courir comme si c'était une sorte de sitcom où les problèmes disparaissent si vous bougez assez vite. Mais les portes se sont ouvertes sur un couloir vide du 5e étage, et personne n'a bougé. Nous étions tous figés. Un tableau vivant du désastre de banlieue. Moi dans ma tenue de sport de jour de déballage. Calvin dans son costume décontracté de soirée en amoureux. Cléo dans son esthétique de prof de yoga, tenant des légumes bio comme s'ils allaient la protéger de la bombe de vérité imminente. Élise. Calvin a finalement réussi à prononcer mon nom, sortant comme une confession. Et c'était là. La confirmation. La reconnaissance. La fin de toute excuse possible que cela était d'une manière ou d'une autre innocent. Les yeux de Cléo se sont écarquillés. Attends, Élise. Tu es Élise? Son Élise? Déjà au passé, apparemment. Quelle délicatesse de sa part de le formuler ainsi. Les portes se sont refermées. Nous avons continué à descendre. 4e étage, 3e étage. Encore 2 étages jusqu'au rez-de-chaussée, et je n'avais toujours pas dit un seul mot. Je ne pouvais pas vraiment. Mon cerveau était trop occupé à cataloguer les détails, la façon dont leur sac de courses réutilisable était assorti, leur air si à l'aise ensemble, le fait qu'il était censé être en réunion avec un client de l'autre côté de la ville en ce moment même, selon le calendrier que nous partagions, qui ne signifiait apparemment rien. 2 ans, j'allais le découvrir plus tard. 24 mois de travail tard en ville. 730 jours où mon mari a construit une vie secondaire entière dans un appartement 5 étages en dessous de là où ma meilleure amie dormait. Un appartement devant lequel j'aurais marché d'innombrables fois une fois que Ruby aurait emménagé. Complètement inconsciente. Le calcul commençait déjà à faire mal. Rez-de-chaussée. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall avec ses briques apparentes, ses ampoules Edison et son café artisanal dans le coin. Le genre d'espace branché qui est censé vous faire sentir sophistiqué et urbain. Je suis sorti la première, je me suis retourné, j'ai regardé les deux, debout là comme des adolescents pris en flagrant délit de rentrer après le couvre-feu. Calvin, ai-je dit, ma voix étonnamment stable compte tenu du fait que mes mains tremblaient. Je vais rentrer à la maison maintenant. Tu as jusqu'à ce que j'arrive pour décider quelle version de cette histoire tu veux essayer de me vendre. Choisis judicieusement. Je travaille dans le marketing. Je sais quand je le vois. Puis je suis parti, laissant mon mari et sa petite amie et leurs courses bio dans cet ascenseur, probablement encore en train d'essayer de comprendre comment leur parfait mardi après-midi avait si spectaculairement déraillé. Le trajet jusqu'à ma voiture a duré 90 secondes. Le trajet jusqu'à la maison a duré 18 minutes. Et pendant ce temps, mon choc a commencé à se transformer en quelque chose de complètement différent. Quelque chose de plus vif, de plus froid, de plus calculateur. Car voici ce que Calvin avait oublié dans sa tromperie de 2 ans, je ne travaille pas seulement dans le marketing. Je suis bonne dans ce domaine. Vraiment bonne. Et s'il y a une chose que je sais faire mieux que quiconque, c'est de créer un récit auquel les gens ne peuvent pas se détourner. Il voulait jouer à des jeux, très bien. Mais il avait oublié qui il avait épousé, et ce serait sa première erreur parmi tant d'autres. Ce qu'il y a de bien quand on rentre chez soi en état de choc complet, c'est que votre cerveau fait ce petit truc amusant où il rejoue en boucle chaque signal d'alarme que vous avez ignoré pendant 2 ans. C'est comme regarder un best-of de votre propre stupidité, sauf qu'il n'y a pas de popcorn, et que c'est vous la blague. La voiture de Calvin était déjà dans l'allée quand je suis arrivé. Bien sûr qu'elle l'était. Il avait probablement enfreint toutes les limitations de vitesse entre le centre-ville et notre paradis de banlieue, essayant désespérément de construire une stratégie de défense qui ne sonnerait pas complètement folle. Bonne chance avec ça, mon pote.
J'ai assisté à suffisamment de réunions de gestion de crise pour savoir qu'il n'y a pas de tour de passe-passe assez bon pour un, surprise, j'ai une autre vie 5 étages en dessous de l'appartement de ta meilleure amie. Je suis resté dans ma voiture 1 minute, l'observant par la fenêtre de notre cuisine. Il faisait les 100 pas. Il passait ses mains dans ses cheveux de cette façon qu'il a quand il est stressé. Comme si, d'une manière ou d'une autre, se décoiffer aidait à organiser ses pensées. Spoiler, ce n'est pas le cas. Quand je suis finalement entré, il se tenait près de l'îlot de la cuisine, le même îlot où nous avions pris le petit déjeuner ce matin-là, où il m'avait embrassé pour me dire au revoir et dit qu'il avait des réunions clients consécutives tout l'après-midi, où je lui avais rappelé de prendre du lait en rentrant parce qu'on n'en avait plus. L'ironie de ce commentaire sur le lait ne m'échappait pas maintenant, considérant que ce qu'il avait réellement pris, c'était des produits bio pour son foyer secondaire. Élise, je peux t'expliquer, a-t-il commencé, ce qui est universellement la pire façon de commencer toute conversation qui implique une trahison. Ça se classe juste après, ce n'est pas ce que tu crois, et, tu exagères, dans le panthéon des phrases qui vous donnent envie de jeter l'objet le plus proche à la tête de quelqu'un. J'ai posé mon sac à main avec précaution, j'ai enlevé ma veste, je l'ai plié sur le dossier de la chaise avec une précision délibérée, j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Une astuce que j'ai apprise en négociation. Celui qui parle le premier perd. Il a craqué en 45 secondes. Elle ne signifie rien, a-t-il dit. Et j'ai vraiment ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'audace pure de cette déclaration alors qu'il jouait clairement à la maison avec cette femme depuis plus longtemps que certains mariages d'Hollywood ne durent. Oh, elle ne signifie rien, ai-je répété lentement, comme si je testais les mots pour voir s'ils avaient plus de sens la deuxième fois. Ce n'était pas le cas. La femme avec qui tu passes 3 soirs par semaine depuis 2 ans ne signifie rien. La femme dont tu tenais la main comme si elle pouvait s'évaporer si tu la lâchais ne signifie rien. La femme avec qui tu fais les courses, Calvin. Des courses bio de Whole Foods, qui, nous le savons tous les deux, coûtent environ 40% de plus que des courses normales, ne signifie rien. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Je commençais à voir un schéma ici. Depuis quand le sais-tu, a-t-il finalement demandé, ce qui était une technique de déviation intéressante. Faire porter la conversation sur la chronologie de mes connaissances plutôt que sur la chronologie de sa trahison. Classique. Je l'ai découvert il y a environ, j'ai vérifié ma montre avec une précision exagérée, 1h32, quand vous deux, tourtereaux, êtes montés dans l'ascenseur en ressemblant à une publicité pour des histoires de réussite en thérapie de couple. Avant ça, j'étais dans une ignorance béate, vivant ma meilleure vie, pensant que mon mari travaillait vraiment quand il disait qu'il travaillait. Concept fou, je sais. Calvin a recommencé à faire les 100 pas. D'avant en arrière sur le sol de notre cuisine que nous avions choisi ensemble il y a 3 ans. Un débat houleux pour savoir s'il fallait opter pour le marbre veiné de gris ou le quartz blanc. On avait opté pour le quartz. Plus facile à entretenir, avait-il dit, moins susceptible de tacher. L'ironie était presque poétique. C'est juste arrivé, a-t-il dit, optant pour l'excuse classique qui semble absoudre les gens de toute responsabilité. Comme s'il avait trébuché et était tombé dans une relation de 2 ans, avec un appartement loué et une routine de courses partagée. C'est juste arrivé, ai-je fait l'écho. Quoi? Tu as trébuché sur une peau de banane et tu as accidentellement signé un bail? Tu as glissé et tu es tombé dans son lit à plusieurs reprises sur une période de 24 mois? Aide-moi à comprendre la physique de comment quelque chose comme ça arrive juste, parce que je suis fasciné par la mécanique. Ne sois pas comme ça, a-t-il dit, ce qui m'a fait rire de nouveau. Ce rire amer et vif qui vous surprend quand il sort de votre propre bouche. Comme quoi, Calvin? Contrarié? En colère? Devrais-je être compréhensive? Devrais-je lui proposer un café pour qu'on puisse discuter d'un arrangement de garde partagé? Peut-être des week-ends alternés? Je te prends du vendredi au dimanche, elle t'a du lundi au jeudi et on réglera les vacances avec un médiateur. Il a eu l'audace d'avoir l'air blessé, vraiment blessé, comme si j'étais déraisonnable de ne pas accueillir cela à bras ouverts et avec un esprit généreux. Où est-elle maintenant, ai-je demandé soudainement. Ta Cléo, qui ne sait apparemment pas ce que signifie une alliance. Est-elle dans votre nid d'amour secret en se demandant ce qui te prend si longtemps? Lui as-tu envoyé un texto pour lui dire que la femme a découvert et que tu as besoin d'1 minute pour faire du contrôle des dégâts? La façon dont sa main a tressailli vers sa poche m'a tout dit. Il lui avait envoyé un texto. Bien sûr qu'il l'avait fait.
Laisse-moi deviner, ai-je poursuivi, surfant sur la lancée. Maintenant, tu lui as dit que j'étais folle, instable, qu'on avait des problèmes depuis des années, que tu prévoyais de me quitter de toute façon et que cela ne fait qu'accélérer les choses. J'ai chaud? De plus en plus chaud? Son silence était une confirmation suffisante. Je suis allé à la cafetière, j'ai commencé à préparer une tasse parce que cette conversation nécessitait clairement de la caféine. La machine a gargouillé et sifflé, remplissant le silence pendant que Calvin essayait apparemment de décider quelle version du mari repentant il devait jouer. « Comment l'as-tu rencontré ?» ai-je demandé, sincèrement curieuse maintenant. Parce que j'essaie de comprendre la logistique ici. Quand as-tu eu le temps de rencontrer quelqu'un, de sortir avec quelqu'un et d'établir une résidence secondaire entière tout en maintenant l'illusion d'un mariage normal? Un événement client, a-t-il admis doucement. Il y a environ 2 ans. Elle faisait le design graphique pour leur support marketing. On a commencé à parler. Commencer à parler, ai-je répété en hochant la tête. Et cette conversation a mené à quoi? Café, déjeuner, location accidentelle d'un appartement ensemble. Elle ne savait pas que j'étais marié au début, a-t-il dit, ce qui était peut-être la pire défense que j'ai jamais entendue. Je lui ai dit que j'étais divorcé. Oh. Oh, c'était savoureux. C'était un tout nouveau niveau de tromperie qui nécessitait de la planification, un effort soutenu. Alors, tu as été divorcé tout ce temps et personne ne me l'a dit, ai-je demandé en me pressant le talon de la main sur le front comme pour vérifier si j'avais de la fièvre. C'est tellement inconsidéré. J'ai vécu ici, j'ai dormi dans ton lit, j'ai fait ta lessive, et tu étais divorcé. Devrais-je t'envoyer une carte de félicitations? Est-ce que Hallmark fait des cartes pour les divorces surprises? Élise, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? S'il te plaît, comprends? S'il te plaît, pardonne? S'il te plaît, fais comme si c'était de ma faute parce que tu n'étais pas heureux. J'ai pris ma tasse de café, enroulant mes 2 mains autour, même si elle était trop chaude pour la tenir confortablement. La légère brûlure me semblait appropriée, d'une manière ou d'une autre. Quand comptais-tu me le dire, Calvin? Ou allais-tu simplement continuer comme ça jusqu'à ce que... Quoi? L'un de vous meurt? Prévoyais-tu de partager ton temps entre 2 funérailles? Il s'est affalé sur une chaise, vaincu. Bien. Il devrait l'être. Je ne sais pas ce que je pensais, a-t-il dit, ce qui était probablement la première chose honnête qu'il ait dite depuis que je suis entré. Tu ne pensais pas, ai-je corrigé. C'est ça le problème. Tu ressentais. Et tu as senti que tu méritais 2 vies au lieu de trouver comment réparer celle que tu avais. Tu as senti que tu pouvais avoir ton mariage stable et ta petite amie excitante sans conséquence. Tu as senti que tu étais assez intelligent pour t'en tirer indéfiniment. J'ai pris une gorgée de café, me brûlant la langue mais sans m'en soucier. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix stable maintenant, froide. Tu vas dormir dans la chambre d'amis ce soir. Demain, tu vas appeler un avocat, un bon, parce que ce mariage est terminé. Et ensuite, Calvin, ensuite tu vas apprendre ce que ça fait quand quelqu'un en qui tu as confiance te regarde et ne reconnaît pas qui tu es devenu. Il m'a regardé, quelque chose comme de la peur traversant son visage. Il devrait avoir peur. Il m'avait sous-estimé pendant des années, supposant que je serais contente de mon petit travail de marketing, de ma routine de banlieue et de mon ignorance. Mais c'était sa 2e erreur. Sa première était de penser qu'il pourrait s'en tirer. Sa 2e était d'oublier qui il avait épousé. Et il était sur le point de découvrir qu'il y avait une 3e erreur à venir qui ferait passer les 2 premières pour des répétitions. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas vraiment. Au lieu de ça, je me suis assise devant mon ordinateur portable dans notre bureau à domicile, celui que Calvin n'utilisait jamais parce qu'il préférait travailler au bureau. Un autre mensonge dans un catalogue de mensonges qui commençait à sembler encyclopédique. J'ai commencé par les bases, nos relevés de compte bancaire conjoints remontant à 2 ans. Et c'était là. Une piste de miettes de pain si évidente que je n'arrivais pas à croire que je l'avais manqué. Des paiements mensuels à une société appelée Riverside Property Management, pour $1 200, tous les mois pendant 24 mois. J'ai ensuite consulté nos relevés de cartes de crédit. Les mercredis soirs, comme une horloge, des frais d'épicerie, des additions de restaurant, même quelques achats dans ce magasin de décoration hors de prix où les gens achètent des coussins qui coûtent plus cher que ma première voiture. Toutes les preuves d'une vie en construction, financée par nos finances conjointes,
pendant que je travaillais tard moi-même, complètement inconsciente. Mais c'est là que ça devenait intéressant. Vraiment intéressant. L'appartement n'était pas simplement au nom d'une SARL ou de Cléo. Il était répertorié comme une location d'entreprise par l'intermédiaire de la société de Calvin, ce qui signifiait que Calvin avait fait passer une partie de toute cette opération en frais professionnels. Divertissement client, hébergement de longue durée pour les consultants en visite. La créativité était presque impressionnante si ce n'était pas si complètement illégal. J'ai consulté le manuel de l'employé de son entreprise, j'ai commencé à lire les sections sur les violations de l'éthique et la fraude, j'ai pris des notes, j'ai recoupé les dates. À 3 heures du matin, j'avais une chronologie qui ferait pleurer de joie un comptable judiciaire. Mon téléphone a vibré. Ruby? Tu es réveillé. Question stupide. Bien sûr que tu es réveillé. J'arrive. 20 minutes plus tard, elle était assise en face de moi, toujours en pyjama avec un manteau jeté par-dessus, tenant 2 tasses de café du restaurant ouvert 24h24 près de chez elle. Parle, a-t-elle dit. Alors, j'ai parlé. Je lui ai tout dit. L'ascenseur, l'appartement, les 2 ans de tromperie se déroulant 5 étages en dessous de là où elle allait dormir toutes les nuits. Ce tas de merde d'être humain, a dit Ruby, ce qui était doux pour elle. Ruby avait des opinions, et elle ne perdait pas de temps à les adoucir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le détruire, ai-je dit simplement. Mais je vais le faire légalement, minutieusement et d'une manière qui garantit qu'il n'oubliera jamais ce qui se passe quand on sous-estime quelqu'un. Ruby a souri. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le sourire de quelqu'un qui était là quand j'ai orchestré une campagne qui a fait tomber le lancement de produits d'un concurrent en 48 heures. Elle savait de quoi j'étais capable quand je mettais mon cerveau marketing au travail. Dis-moi ce dont tu as besoin, a-t-elle dit. Ce dont j'avais besoin, c'était d'informations, beaucoup d'informations, et de préférence des informations auxquelles Calvin ne savait pas que j'avais accès. Ruby, béni soit son âme chaotique, se trouvait être amie avec le gérant de l'immeuble de son complexe. Ils s'étaient liés d'amitié sur leur obsession commune pour les podcasts sur les crimes réels. Et les gérants d'immeubles, il s'avère, ont accès à toutes sortes d'informations intéressantes, comme les contrats de location, les images des caméras de sécurité et les plaintes pour bruit déposées par les voisins. Le jeudi matin, j'avais des copies de tout, le bail montrant la signature de Calvin, les avenants sur le compte de l'entreprise payant le loyer. Encore mieux, j'avais des images de sécurité montrant les allées et venues de Calvin et Cléo au cours des 6 derniers mois. Horodaté, daté, indéniable. Mais je n'avais pas fini. J'ai appelé mon avocate. Pas notre avocate de famille, celle qui nous avait aidés pour l'achat de la maison. Mon avocate, celle que j'avais rencontrée à un événement de réseautage pour les femmes d'affaires, qui était spécialisée dans les divorces très conflictuels et avait la réputation d'être absolument impitoyable. Son nom était Marin, et quand je lui ai exposé tout ce que j'avais découvert, elle a vraiment ri. « Oh, ma chérie », a-t-elle dit. « Il vous a tout servi sur un plateau d'argent. » Fraude d'entreprise, détournement de fonds de l'entreprise, entretien d'un deuxième ménage sur les biens matrimoniaux conjoints sans divulgation. Ça va être amusant. Amusant n'était pas le mot que j'aurais utilisé, mais j'appréciais son enthousiasme. Prochain arrêt, le service des ressources humaines de Calvin. Mais pas directement. Cela l'aurait alerté. Au lieu de ça, j'ai contacté une ancienne collègue qui avait rejoint l'entreprise de Calvin il y a 2 ans. Je l'ai emmené déjeuner. Décontracté, amical. J'ai mentionné en passant que j'aidais Calvin à organiser des documents pour les impôts et que j'avais besoin d'éclaircissements sur la politique de logement de l'entreprise. Elle a sorti le manuel directement à table, m'a expliqué les exigences exactes pour réclamer les frais de logement de l'entreprise, la documentation nécessaire, le processus d'approbation, les procédures d'audit. Calvin avait falsifié des signatures, falsifié des notes de frais, créé de faux profils de consultants pour justifier les coûts. Il avait commis une fraude, une véritable fraude passible de poursuite. Et il avait été négligent parce qu'il n'avait jamais pensé que quelqu'un vérifierait. C'était l'erreur numéro 3. Supposer que je ne regarderais pas, supposer que je serais trop anéanti, trop choqué ou trop digne pour fouiller dans les détails sordides. Le vendredi, j'avais un dossier de 8 cm d'épaisseur, relevé bancaire, reçu de carte de crédit, contrat de location, images de sécurité, chaîne de mails que j'avais extraite de notre stockage cloud partagé montrant des conversations avec Cléo sur des achats de meubles et des factures de services publics,
Capture d'écran de SMS du téléphone de Calvin qu'il avait négligemment laissé connecté à notre ordinateur personnel. J'ai tout photographié, j'ai fait 3 copies. Une pour mon avocate, une pour mes dossiers, une pour ce qui allait devenir l'événement d'entreprise le plus mémorable de l'histoire de la société de Calvin. Car voici ce qu'il y a de bien quand on travaille dans le marketing. On comprend l'image. On comprend le timing. On comprend comment créer un message qui ne peut être ignoré. Et le dîner d'anniversaire de l'entreprise de Calvin avait lieu mercredi prochain. Une grande affaire chic au Country Club. Tenue de soirée, tous les cadres, tous les chefs de service. Les RH seraient là, le PDG serait là, les partenaires seraient là. Cléo serait là aussi. Parce que selon le calendrier de Calvin, qu'il avait cessé de cacher avec soin, il l'avait invité en tant que son +1 pour des opportunités de réseautage. L'audace était presque artistique. Ruby m'a aidé à préparer la présentation. Nous avons passé le week-end chez elle à organiser l'épreuve dans un format propre et professionnel. Des graphiques montrant la chronologie financière, une feuille de calcul détaillant chaque dépense frauduleuse, des photographies de l'appartement avec des horodatages, même une comparaison côte à côte des dates où Calvin prétendait être en voyage d'affaires par rapport aux images de sécurité le montrant à l'immeuble. C'était complet, accablant et présenté avec le genre de finition que mon équipe marketing réservait habituellement aux présentations clients importantes. C'est magnifique, a dit Ruby en regardant le produit final. Dévastateur, mais magnifique. Tu vas le ruiner. Je vais le laisser se ruiner lui-même, ai-je corrigé. Je ne fais que fournir la documentation. Dimanche soir, Marin a appelé avec des nouvelles intéressantes. Cléo, il s'est avéré, avait essayé de contacter son propre avocat, avait commencé à poser des questions sur les droits de paternité et la pension alimentaire. Pension alimentaire. Cléo était enceinte. Je me suis assise, je me suis levée, je me suis rassise. Je me suis versé un verre de vin que je n'ai pas bu, je l'ai juste tenu pendant que je traitais cette nouvelle information. De combien de temps, ai-je demandé. Environ 12 semaines, d'après ce qu'elle a dit à son avocat, a dit Marin. Ce qui signifie que Calvin le sait depuis au moins un mois, probablement plus. Un mois. Il savait depuis un mois qu'il avait mis sa petite amie enceinte et ne m'avait pas dit un mot. Il était rentré tous les soirs, m'avait embrassé pour me dire bonjour, m'avait demandé comment s'était passée ma journée, et n'avait jamais mentionné que toute sa vie secrète était sur le point de produire des preuves physiques sous la forme d'un véritable être humain. Le rire qui est sorti de moi a semblé dément, même à mes propres oreilles. Élise, a demandé Marin. Ça va? Je vais parfaitement bien, ai-je dit. Ajoutez ça au dossier. Assurez-vous que nous avons la documentation de quand il l'a appris par rapport à quand il prévoyait de me le dire, ce qui, je suppose, est jamais. Déjà fait, a-t-elle dit. Ça ne fait que s'améliorer. Mieux n'était pas le mot que j'aurais utilisé, mais cela a certainement rendu le dîner de mercredi plus intéressant. J'ai passé le lundi et le mardi dans un état étrange et calme. Je suis allé au travail, j'ai fait mon travail, j'ai souri aux gens. Calvin et moi parlions à peine. Il dormait dans la chambre d'amis, partait tôt au travail, rentrait tard, m'évitant. Il passait probablement du temps avec Cléo, la rassurant que tout s'arrangerait d'une manière ou d'une autre. Mercredi matin, j'ai mis ma meilleure robe, la noire avec les épaules structurées qui me donnait l'air de pouvoir diriger une entreprise du Fortune 500 ou d'en détruire une, selon mon humeur. Boucle d'oreilles en perles, les bons talons. Professionnelle, intouchable, parfaite. Calvin a eu l'air surpris quand je suis descendu. Tu viens ce soir, a-t-il demandé prudemment. Bien sûr, ai-je dit agréablement. Je ne manquerai ça pour rien au monde. C'est l'anniversaire de ton entreprise. Soirée importante. Grande célébration. Il a eu l'air de vouloir dire quelque chose. A changé d'avis. A hoché la tête. Super, a-t-il dit faiblement. C'est super. J'ai souri. Le genre de sourire qui n'atteint pas vos yeux, mais qui a l'air assez poli en public. Ça va être une soirée que personne n'oubliera, ai-je promis. Et je le pensais. Le country club ressemblait exactement à tous les country clubs d'Amérique. Une élégance discrète qui coûte une fortune à entretenir. Des serveurs en nœud papillon portant des plateaux de champagne qui coûtaient probablement plus cher le verre que le salaire horaire de la plupart des gens. Et une salle remplie de gens prétendant qu'ils ne comparaient pas secrètement leur succès à celui de tous les autres.
L'entreprise de Calvin avait loué la salle de bal principale. Des tables rondes avec des nappes blanches et des centres de table qui incluaient des orchidées et ces branches de saule bouclées que quelqu'un avait décidé d'être sophistiqué. Une scène à l'avant pour les présentations et les récompenses de la soirée. Un bar qui était déjà bondé de cadres se servant un verre avant le début des discours. Je suis arrivé séparément de Calvin, ce qui a soulevé quelques sourcils, mais pas assez pour causer une réelle inquiétude. J'ai dit aux gens que je venais directement d'une réunion client. Mensonge facile. Croyable. Personne ne l'a remis en question. Ruby s'était positionnée près du fond, habillée pour tuer et prête à tout documenter sur son téléphone si nécessaire, soutien moral et témoin potentiel. Elle m'a fait un discret signe de pouce levé alors que j'entrais. Calvin était près du bar, l'air mal à l'aise dans son smoking. Et là, à côté de lui, se tenait Cléo, portant une robe bleu marine qui devait être magnifique avant de savoir qu'elle couchait avec le mari de quelqu'un. Elle avait cette lueur dont les gens parlent avec la grossesse, cette qualité légèrement lumineuse qui me donnait envie de vomir ou de jeter quelque chose. Peut-être les deux. Ils ne m'avaient pas encore vu. Je les ai observés un moment. La façon dont la main de Calvin reposait sur le creux de son dos, propriétaire et à l'aise. La façon dont elle riait à quelque chose qu'il disait, touchant son bras. Ils avaient l'air heureux, normaux, comme tous les autres couples dans la pièce qui n'avaient pas construit leur relation sur la fraude et les mensonges. J'ai pris une coupe de champagne d'un serveur qui passait. J'avais besoin de quelque chose à tenir, quelque chose pour occuper mes mains afin de ne pas faire quelque chose d'impulsif comme faire une scène avant l'événement principal. Le président de l'entreprise, un homme nommé Frédéric, qui m'avait toujours semblé raisonnablement intelligent jusqu'à ce qu'il engage Calvin, est monté sur scène vers 19h30, commençant le programme de la soirée par un discours sur l'innovation, le dévouement et tous ces mots à la mode d'entreprise qui sonnent importants mais ne signifient rien. Puis sont venues les récompenses, employés du trimestre, reconnaissance de l'équipe de vente, le genre de flatterie d'entreprise habituelle qui fait que ces dîners durent 2 heures de plus que nécessaire. Calvin a remporté un prix. Bien sûr qu'il l'a fait. Directeur des ventes régionales exceptionnelles. Performance constante, dévouement aux relations clients. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec les couteaux de table qu'ils avaient fournis pour le blanc de poulet trop cuit que tout le monde faisait semblant d'apprécier. Il est monté sur scène, a accepté son trophée en cristal, a prononcé un discours sur le travail d'équipe et l'engagement, a remercié l'entreprise, a remercié ses collègues, ne m'a pas remercié, n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Mais il a regardé Cléo, lui a fait un petit sourire qui a fait monter ma tension artérielle. Quand il est revenu à sa table, je me suis levé, je me suis dirigé vers l'avant. Les yeux de Ruby se sont écarquillés. C'est l'heure du spectacle. Excusez-moi, ai-je dit assez fort pour être entendu, mais assez poliment pour paraître raisonnable. Frédéric, je suis vraiment désolé d'interrompre, mais j'ai quelque chose que je dois partager avec tout le monde. Il s'agit d'intégrité et de transparence d'entreprise. Puisque ce sont des mots à la mode que vous avez mentionnés plus tôt, j'ai pensé que c'était le moment idéal. Frédéric avait l'air confus. Calvin avait l'air d'être sur le point d'avoir une crise cardiaque. Plusieurs personnes dans la salle se sont agitées sur leur siège, cette reconnaissance inconfortable que quelque chose était sur le point de mal tourner. Je suis Elise Walker, ai-je poursuivi, ma voix stable et professionnelle. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la femme de Calvin Walker, mais je suis aussi une professionnelle du marketing, et je crois au pouvoir d'une bonne présentation. J'ai donc préparé quelque chose pour vous tous ce soir. Considérez-le comme un cadeau. Une expérience éducative sur ce qui se passe lorsque l'éthique personnelle et la politique d'entreprise sont en désaccord fondamental. J'ai sorti une clé USB de ma pochette. L'un des coordinateurs de l'événement, béni soit son âme confuse, m'a même aidé à la brancher sur le système de présentation. Les grands écrans de chaque côté de la scène se sont animés. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Frédéric, regardant entre moi et Calvin. Une étude de cas, ai-je dit agréablement, sur la fraude aux notes de frais, les violations de la politique de logement de l'entreprise et pourquoi il est important de vérifier réellement la documentation que vos employés soumettent. Calvin, chéri, tu devrais peut-être t'asseoir pour ça. La première diapositive est apparue. Une carte de titre propre, les coups cachés de la malhonnêteté, une revue complète. Calvin s'est levé, a commencé à se diriger vers la scène. Élise, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi, ai-je demandé innocemment. Ne partage pas d'informations publiques ? Ne présente pas de preuves factuelles ?
Ne te mets pas dans l'embarras devant tes collègues et ta petite amie enceinte qui est assise à la table 7 et qui a l'air de plus en plus confuse. Le visage de Cléo est devenu blanc. Plusieurs personnes ont halté. Le mot « enceinte » a flotté dans l'air comme une bombe qui n'avait pas tout à fait fini d'exploser. Frédéric a levé la main. « Madame Walker, je ne suis pas sûr que ce soit approprié. » « Oh, ce n'est absolument pas approprié, ai-je convenu. Tout comme le fait d'entretenir un appartement secret sur les fonds de l'entreprise tout en mentant sur les notes de frais est inapproprié. Mais nous voilà. Devons-nous continuer? J'ai cliqué sur la diapositive suivante. La chronologie. Chaque dépense frauduleuse des 2 dernières années surlignée en rouge. Date, montant, catégorie, le tout recoupé avec le calendrier de travail réel de Calvin montrant qu'il n'était pas là où il prétendait être. Comme vous pouvez le voir, ai-je raconté comme si je présentais une campagne marketing, les dépenses ont commencé il y a environ 24 mois. Un timing intéressant puisque c'est exactement à ce moment-là que Calvin a rencontré Cléo lors d'un événement client et a décidé d'agrandir ses arrangements de vie. L'appartement en question est situé au Riverside Towers, 5e étage, loué par le biais de votre programme de logement d'entreprise sous de faux prétextes. Diapositive suivante. Le contrat de location avec les signatures falsifiées de Calvin et des informations de consultants fabriquées. Ici, nous avons la documentation prétendant qu'un consultant nommé Marcus Brennan avait besoin d'un logement prolongé pour un projet de 6 mois qui a duré d'une manière ou d'une autre 2 ans. Retournement de situation, Marcus Brennan n'existe pas. Mais Cléo Brennan, si. C'est la designer assise juste là-bas, se demandant probablement comment son petit ami pouvait se permettre un appartement en ville avec un revenu de freelance. Cléo s'est levée, renversant son verre d'eau. « Calvin, de quoi parle-t-elle ? Assieds-toi, ai-je suggéré gentiment. Cela te concerne aussi. Surtout la partie sur les calculs de pension alimentaire, qui, spoiler, seront basés sur le revenu réel de Calvin, pas sur la version gonflée qu'il t'a probablement racontée. » La salle était maintenant complètement silencieuse, à l'exception du cliquetis de mes diapositives qui avançait. Des images de caméras de sécurité montraient Calvin et Cléo entrant et sortant de l'immeuble, faisant leurs courses ensemble, ressemblant beaucoup à un couple qui ne cachait rien parce qu'ils ne savaient pas que quelqu'un les regardait. Frédéric, j'ai déjà transmis tout cela à votre service des ressources humaines et à votre équipe juridique, ai-je dit d'un ton conversationnel, ainsi que la documentation des violations de la politique interne. Je crois que le manuel de l'employé est assez clair sur la fraude et la fausse déclaration. Section 12, paragraphe 4. Si quelqu'un veut vérifier plus tard. Calvin était devenu gris. Vraiment gris, comme s'il avait oublié comment fonctionnait la circulation sanguine. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il dit faiblement. Déjà fait, ai-je corrigé. Passé. C'est fait. Et la meilleure partie, c'est que tout ce que j'ai présenté est complètement factuel, documenté, légal. Contrairement à vos notes de frais des 2 dernières années. Frédéric conférait maintenant avec 2 autres cadres qui s'étaient avancés. L'une d'elles était certainement des RH, à en juger par la façon dont elle regardait Calvin comme s'il avait personnellement offensé tout son service. Je suis passé à ma dernière diapositive. Une simple déclaration, la transparence compte. L'intégrité compte. Et le karma a un timing impeccable. Merci à tous de votre attention, ai-je dit en déconnectant ma clé USB et en la laissant tomber dans la main de Frédéric. Le rapport complet, y compris les calculs financiers des fonds détournés, est dessus. Je crois que cela s'élève à environ 38 000 $ sur 2 ans. Mais qui compte, à part le fisc? Je suis descendu de la scène. La salle était toujours figée dans ce choc collectif où personne ne sait trop comment réagir. Ruby enregistrait tout sur son téléphone, contenant à peine son sourire. En passant devant la table de Calvin, je me suis arrêté, j'ai regardé Cléo, qui avait des larmes coulant sur son visage. Pour ce que ça vaut, ai-je dit doucement, il m'a dit que tu ne savais pas qu'il était marié. Je crois vraiment cette partie. Alors, voici un conseil gratuit, prends un bon avocat. Assure-toi que le test de paternité se fait légalement. Et peut-être vérifie les antécédents du prochain type avant de t'engager sérieusement. Puis je suis sorti de cette salle de bal, la tête haute, mes preuves livrées, laissant derrière moi les décombres de la carrière de Calvin, de sa réputation et de sa double vie soigneusement construite. Ruby m'a rattrapé sur le parking. C'était la chose la plus sauvage que j'ai jamais vue, a-t-elle dit, légèrement essoufflée.
Et j'ai vu une fois comment tu as détruit le lancement de produits d'un concurrent avec un seul communiqué de presse. C'était plus personnel, ai-je admis. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. Marin appelait. S'il te plaît, dis-moi que tu as enregistré ça, a-t-elle dit sans préambule. Ruby a tout. Parfait. Parce que Calvin va avoir des problèmes juridiques très coûteux. Fraude d'entreprise, accusation criminelle potentielle, et maintenant une situation de garde très publique. Il aurait vraiment dû mieux y réfléchir. Je me suis appuyé contre ma voiture, soudain épuisé. Est-ce mal que je me sente bien à ce sujet? Ma chérie, cet homme t'a volé, t'a menti, a construit une vie secondaire entière tout en te faisant douter de ta réalité. Se sentir bien d'avoir exposé la vérité n'est pas mal. C'est sain. Le lendemain matin, Calvin a été licencié. À midi, l'histoire s'était répandue dans le milieu des affaires de Charlotte comme une traînée de poudre. À la fin de la semaine, 3 autres employés s'étaient manifestés avec des inquiétudes concernant ses notes de frais, et l'entreprise avait lancé un audit complet. Cléo a pris contact par l'intermédiaire de son avocat, voulait me rencontrer, disait qu'elle avait des questions. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, en terrain neutre. Elle avait l'air fatiguée, effrayée, enceinte d'environ 4 mois maintenant, montrant juste assez pour que les étrangers se demandent si elle était juste ballonnée ou réellement enceinte. Je ne savais pas, furent les premiers mots qui sortirent de sa bouche. Je sais, ai-je dit. Et bizarrement, je le pensais. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a raconté sa version de l'histoire, comment Calvin l'avait poursuivi, lui avait dit qu'il était divorcé, s'était dépeint comme le romantique blessé mais plein d'espoir qui recommençait à zéro. Comment il avait prévu de la demander en mariage le mois prochain, lui avait montré des bagues. Ça aurait été presque triste si ce n'était pas si prévisible. Qu'est-ce que tu vas faire, ai-je finalement demandé. Avoir le bébé, a-t-elle dit simplement. Lui faire payer une pension alimentaire et ne plus jamais faire confiance à quelqu'un qui ne peut pas me présenter à ses amis et à sa famille. Assez juste. 6 mois après l'incident du country club qui serait à jamais connu dans les cercles d'affaires de Charlotte comme la présentation Walker, j'étais assise dans mon nouveau loft au 8e étage d'un immeuble à 3 pâtés de maison de l'endroit où tout ce gâchis avait commencé, buvant du café et lisant le décret de divorce finalisé. L'ironie de vivre dans un loft reconverti ne m'échappait pas. Même esthétique que l'endroit de Ruby, même briques apparentes et ambiance chic industrielle, sauf que le mien avait une meilleure lumière naturelle et aucune chance de tomber sur mon ex-mari dans l'ascenseur. Je m'en étais assuré avant de signer le bail. Calvin, pour ceux qui se posent la question, était retourné vivre chez ses parents à Greensboro, un homme de 36 ans vivant dans sa chambre d'enfant parce qu'il avait incendié sa carrière, son mariage et son compte en banque de manière spectaculaire. Son profil LinkedIn indiquait toujours qu'il explorait de nouvelles opportunités, ce qui était le jargon d'entreprise pour inemployable après avoir commis une fraude à mon dernier emploi. Le règlement du divorce avait été remarquablement simple une fois que les accusations criminelles s'en sont mêlées. Marin avait négocié depuis une position de force si écrasante que l'avocat de Calvin s'était pratiquement contenté de signer tout ce que nous lui présentions. J'ai eu la maison, que j'ai rapidement vendue parce que vivre dans notre paradis de banlieue me donnait l'impression d'habiter un musée de ma propre ignorance. J'ai eu 70% de nos biens communs. J'ai gardé ma dignité et mon sens de l'humour, ce qui, honnêtement, m'a semblé être la plus grande victoire. Calvin a eu des dettes, le chômage et une obligation de pension alimentaire qui commencerait dès que Cléo accoucherait dans 3 mois. En parlant de Cléo, elle était devenue une présence inattendue dans ma vie. Pas une amie exactement, mais quelque chose d'adjacent. Une autre survivante de la malhonnêteté particulière de Calvin. Nous prenions un café de temps en temps, généralement quand elle avait besoin de se défouler sur la réalité de la maternité célibataire imminente ou voulait des conseils sur la façon d'extraire une responsabilité financière maximale du père de son enfant. Il a demandé s'il pouvait être dans la salle d'accouchement, m'a-t-elle dit un mardi après-midi autour d'un latte, son expression entre l'incrédulité et l'épuisement. Elle était enceinte de 7 mois maintenant, rayonnante de cette manière dont les gens prétendent que toutes les femmes enceintes rayonnent, mais que seules certaines le font vraiment. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé. Qu'il pouvait la regarder en vidéo après que mon avocat ait approuvé les images, a-t-elle dit sèchement. Il semblait penser que nous allions être coparents comme une sorte de situation familiale moderne. Comme si j'allais oublier qu'il a passé 2 ans à nous mentir à toutes les deux. J'ai levé ma tasse de café dans un toast moqueur. Aux hommes qui confondent les conséquences avec la persécution. Elle a fait teinter son déca contre le mien.
Et aux femmes qui documentent tout. Le blog que j'avais commencé avait décollé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Rénové après la ruine, le guide du divorce d'une professionnelle du marketing avait commencé comme une thérapie, une façon de tout traiter en le transformant en contenu. Il s'est avéré qu'il y avait des milliers de femmes qui se reconnaissaient dans l'expérience de découvrir que votre vie n'était pas ce que vous pensiez. Le podcast a suivi naturellement. Des épisodes hebdomadaires où j'interviewais d'autres femmes qui avaient survécu à diverses formes de trahison et en étaient sorties plus fortes. Nous parlions des choses pratiques, avocats, finances, immobilier, mais aussi de l'archéologie émotionnelle de la reconstruction de votre identité lorsque la personne en qui vous aviez le plus confiance l'avait systématiquement sapé. Ruby co-animait parfois, fournissant des commentaires et me gardant honnête quand je sombrais trop dans le cynisme. Elle avait déménagé de l'immeuble où tout cela avait commencé, prétendant que l'énergie était maudite, même si nous savions toutes les deux qu'elle voulait juste un endroit avec de meilleurs placards. Ma carrière en marketing avait en quelque sorte bénéficié de tout ce désastre. Il s'avère que détruire publiquement la carrière de votre mari infidèle avec une présentation bien conçue vous rend mémorable dans les cercles professionnels. J'avais reçu 3 offres d'emploi dans les mois qui ont suivi le divorce. J'ai pris celle qui venait avec un bureau d'angle, une augmentation de 20% et une équipe qui appréciait quelqu'un qui comprenait comment délivrer un message avec un impact maximal. La maison s'est vendue en 2 semaines après sa mise en vente. Un jeune couple commençant leur voyage ensemble, complètement convaincu que leur amour serait différent, meilleur, durable. Je ne leur ai pas dit ce qui s'était passé là-bas. Je ne voulais pas maudire leur optimisme avec mon expérience. Laissons-les découvrir leur propre désastre à leur propre rythme. J'ai gardé la cafetière, cependant. Bonne cafetière. Aucune raison d'abandonner des appareils de qualité juste parce que votre mariage a implosé. Frédéric, l'ancien patron de Calvin, m'avait contacté un mois après le dîner de l'entreprise, s'était excusé de ne pas avoir détecté la fraude plus tôt, m'avait remercié de l'avoir porté à leur attention d'une manière si mémorable. L'entreprise avait considérablement resserré ses politiques de dépenses, mis en œuvre de nouvelles procédures de surveillance, m'avait même engagé comme consultante pour aider à réorganiser leur communication d'entreprise sur l'éthique et l'intégrité. L'ironie de se faire payer pour enseigner à l'ancienne entreprise de Calvin l'honnêteté n'a échappé à personne. En regardant en arrière maintenant, depuis mon loft du 8e étage avec mon podcast à succès et ma sagesse durement acquise, je peux presque me sentir reconnaissante que cet ascenseur se soit arrêté au 5e étage. Presque. Parce que ce moment, aussi dévastateur soit-il, m'a montré quelque chose de crucial. Je vivais une demi-vie, acceptant des miettes et appelant ça un festin. La version d'Élise qui existait avant ce mardi était plus petite, en quelque sorte, plus disposée à ignorer les signaux d'alarme, plus investie dans le maintien de l'apparence du bonheur que dans sa poursuite réelle. Elle lui aurait pardonné finalement. Elle serait probablement allée en thérapie de couple et aurait prétendu que la trahison pouvait être traitée avec suffisamment de communication et d'engagement. Cette version de moi sait mieux. Elle sait que certaines choses ne peuvent pas être réparées parce qu'elles n'ont jamais vraiment fonctionné au départ. Elle sait qu'aimer quelqu'un ne vous oblige pas à tolérer ses dégâts. Elle sait que la meilleure vengeance n'est pas d'égaler leur cruauté, mais de construire quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher ou diminuer. Calvin envoie des SMS de temps en temps, principalement sur des questions pratiques qu'il devrait discuter avec son avocat, parfois tard dans la nuit avec des messages qui commencent par « j'ai réfléchi » et se terminent par des excuses qui arrivent environ 2 ans trop tard pour avoir de l'importance. Je ne réponds plus. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dans cette salle de bal de country club avec 8 cm de documentation et une salle pleine de témoins. De nos jours, quand je monte dans un ascenseur, je souris. Non pas parce que j'ai oublié ce qui s'est passé, mais parce que j'ai appris quelque chose que Calvin n'a jamais compris. Les meilleures histoires ne parlent pas du désastre qui vous arrive, mais de ce que vous construisez à partir des décombres. Et la mienne ? La mienne ne fait que commencer. Il s'avère que quand la vie vous donne un mari infidèle et un appartement secret, vous ne faites pas que de la limonade. Vous construisez un empire, vous documentez tout, et vous ne vous excusez jamais d'être le protagoniste de votre propre histoire. Les portes de l'ascenseur se ferment. J'appuie sur le bouton pour le 8e étage et quelque part entre le hall et ma destination, je réalise que je ne suis plus en colère, pas amer, même pas particulièrement triste de ce que j'ai perdu. Parce que ce que j'ai gagné valait infiniment plus. La connaissance inébranlable que je suis le genre de femme qui ne survit pas seulement à la trahison, je la transforme en sagesse, je transforme la douleur en profit, et je ne fais jamais la même erreur 2 fois. Calvin a eu sa 2e famille, ses accusations de fraude d'entreprise,
son statut de chômeur et ses obligations de pension alimentaire. J'ai récupéré ma vie. Et c'est un échange que je referai à chaque fois.